Les Voix de la forêt, un podcast proposé par le GECNAL du Varnt et du Pays de Nied. J'ai toujours eu le goût de la nature, sans le devoir beaucoup, je crois, aux circonstances extérieures. Je suis né en ville, il n'y avait pas d'animaux chez nous, personne n'y était chasseur ni naturaliste. Les animaux ont toujours frappé mon imagination. J'ai toujours eu le goût des paysages, c'est-à-dire qu'un lieu, une heure m'émouvait et que j'y rattachais mes émotions. Mais je crois que ce goût n'eut d'abord pas de rapport direct avec le goût des animaux. J'ai toujours eu aussi le goût d'imiter les choses, de les recréer de mes mains. Si j'ai commencé à dessiner, à peine sevré, c'est à l'imitation de mes parents. Au bout de la longue table, pendant qu'ils gagnaient notre vie à des travaux d'illustration et autres, ils me passaient des rognures de carton Bristol et un bout de crayon ou des allumettes brûlées. Je ne sais si j'aurais dessiné spontanément, mais toujours j'ai poursuivi la fabrication de bonshommes articulés, d'animaux en carton découpé ou en bois peint, de toutes sortes d'objets en miniature. Hérédité d'horloger, tout près des fabricants de boîtes à musique et d'automates. Naïf besoin de posséder le monde en s'en faisant une image à sa mesure et de le fixer. Besoin aussi de le démonter en éléments rationnels et de le remonter. Tendance stupide de l'idolâtre et du collectionneur maniaque à réduire son Dieu ou sa passion à un objet matériel, ou tendance magnifique de l'ouvrier à élever son travail vers la fuyante richesse du monde. Ainsi s'exprime Robert Hénard, naturaliste né à Genève en 1906, qui fut du petit nombre de ceux qui ont contribué grandement à faire de l'écologie une pensée en acte. Il sut être en effet, avec une remarquable constance, à la fois homme de terrain et homme de réflexion d'une grande originalité, à quoi s'ajoutent d'exceptionnels talents de dessinateur, graveur et sculpteur animalier. Faute de pouvoir apprécier ici l'apport de l'artiste, nous allons faire connaissance avec l'observateur de la vie animale qu'il ne cessa d'être toute sa vie, et le philosophe qui en tira de précieux enseignements pour une civilisation, il faut le dire, de moins en moins respectueuse de la nature. Le grand coq de bruyère, le grand tétras, l'auerhahn. Voilà un oiseau fameux, objet d'une chasse passionnée et pourtant mal connue. Les livres d'ornithologie se passaient alors d'un auteur à l'autre un cliché emphatique qui a bien peu de rapport avec la réalité. Quelques chasseurs ont donné des descriptions vécues et plus exactes. Elles se bornent en général à l'approche au petit jour
et se termine au coup de fusil qui clôt l'observation. C'est pour prendre avec ce mystérieux génie de la forêt un contact plus intime que nous nous mettions en route par une belle nuit de printemps, mon ami Olivier Mélan et moi, pour quelques combes solitaires et reculées du Jura. Il voulait bien me faire profiter de ses études approfondies du sujet, de sa vieille connaissance des lieux. J'y mis pour ma part de la patience. Pendant plusieurs printemps, fin avril et début de mai, je passais bien des matinées dans la forêt, plus ou moins complètement enneigée, en compagnie des coqs. Me voilà cheminant sous les étoiles ou dans la nuit noire et pluvieuse, me guidant à travers les plis compliqués du terrain. Ces sapins du Haut-Jura, à la silhouette si caractéristique, en aiguille, élancés et pointus à cause des branches pendantes et sans longueur, ne donnent nulle part un couvert dense. Le coq hante les forêts semées d'éclaircies, de rocailles, de myrtilles et de framboisiers, et on a pu dire qu'il n'aime pas ce qui est, au point de vue de l'économie forestière, les bonnes forêts. Peut-être ai-je passé sous l'arbre où sommeille un coq, sans qu'il ait aucunement réagi. Me voici arrivé à mon poste. Je m'y blottis. La forêt est silencieuse. De loin en loin, une chouette de Tengmalm émet son ululement précipité en série un peu ascendante au début. Ou, 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 ou. Ou, 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 ou. Le ciel pâlit légèrement. Un merle à plastron s'éveille, puis un autre. Leur chant un peu rauque, vigoureusement scandé, emplit la forêt. Celui des grives s'y mêle. C'est bientôt le grand concert. Un quart d'heure plus tard, la lumière un peu plus forte déclenche l'activité des coqs. Un son étrange, bruit membraneux de clapets, tombe à intervalles d'un arbre, puis un vol puissant froisse l'air, et voilà, dans le jour indécis, le gros oiseau posé sur la neige. La queue redressée et étalée en roue, le cou et la tête également dressés, les ailes traînantes, marchant d'un pas compassé, il émet des d'abord espacés. On dirait qu'une bulle d'air gonfle son plastron vert métallique, remonte le long de son cou et vient crever à son bec. S'il n'est pas très décidé, s'il est un peu inquiet ou attentif, ces sons espacés peuvent durer longtemps. Mais lorsqu'il s'échauffe, il se précipite en une ritournelle rapide, aboutissant à un plus sonore, semblable au bruit du bouchon arraché au col de la bouteille. Ce son est suivi du chuintement aigre, bruit de frottement que le coq semble mâchonner entre ses mandibules entr'ouvertes en secouant énergiquement la tête. Ce sont les 2 secondes pendant lesquelles on peut approcher. Tout cet étrange chant est peu sonore. Dans la forêt, il ne porte guère à plus de 100 mètres. Les poules se tiennent sur les arbres. On entend leur voix rauque et sonore, leur vol bruyant lorsqu'elles passent d'un arbre à l'autre. Il semble bien que ce soit la poule qui choisit le coq. Elle descend vers lui sur le sol. Il se précipite au comble de l'excitation sans quitter sa pose, crevant de fatuité.
Elle, un peu coquette, un peu intimidée peut-être, se défile, allongée horizontalement. Si l'accouplement a lieu, elle secoue ensuite ses plumes et lui, tel monsieur Jabot, se remet en position et reprend son chant et sa parade. Qu'il est majestueux le coq, dans son âpre forêt, dansant sur la mousse et sur la neige gelée en gros cristaux, travaillés par la fonte qui découvre, en les accumulant, les brindilles semées par les tempêtes de l'hiver, sous les chutes de neige, dans le froid ou la pluie, ou par le soleil, dont les rayons pompent les buées de la dernière averse. Gros comme un dindon, mais plus fort, l'œil farouche, sous un sourcil écarlate, le bec puissant et recourbé, couleur de corne claire, barbu, large de poitrine, les pattes grosses et emplumées, il est le coq primitif, l'incarnation de la forêt vénérable. Il est la puissance masculine, son orgueil, son aveuglement naïf aussi peut-être. Rituel, possédé, ses gestes d'automate expriment la passion qui dépasse l'individu et sa volonté. Peu de créatures peuvent nous donner plus fortement l'impression d'avoir été admis dans l'intimité des forces secrètes de la nature. Cette passion de la bête, de quel tréfonds déjà lointain et pourtant si présent, m'est-elle venue? Une nécessité intérieure la cherchait, préexistante à la connaissance. Rien n'a mis la bête sur mon chemin. Je l'ai toujours cherchée. Trouvée d'abord dans les images des livres d'histoire naturelle, avidement cherchée dans les rares occasions offertes à un enfant de la ville, canards aperçus par la fente d'une palissade, animaux d'une ménagerie. Dieu sait quelle passion avide j'ai pour les nuages, les rochers, les forêts, les eaux, toute la terre. Pourtant, sans bête, ils me laissent insatisfait, comme une promesse non tenue, une tension non résolue. Dans la bête, dans sa masse souple et bien construite, dans sa moelleuse chaleur, dans son mouvement, dans son œil, le monde vient se nouer. La grosse bête à poil surtout, mais aucune ne m'est indifférente, ni les souris rapides boules de vie aux membres menus, ni les oiseaux dans leur immense diversité, leur ferme et beau plumage, les oiseaux si liés à l'espace et aux éléments, ni les insectes dans leur ingénieux mécanisme, leur décor non moins riche d'inventions. Et quelle joie d'apercevoir dans les profondeurs de l'eau le glissant fuseau d'un poisson. Voir une nouvelle espèce, un nouvel aspect, est une acquisition devant laquelle pâlissent toutes les richesses du monde. C'est une révélation, une grâce. C'est aussi, plus modestement, la joie du collectionneur acquérant une pièce rare dont la place vide dans sa série l'excite depuis toujours. Avec grand intérêt, je regarde les musées, les images, les magnifiques photos dans la nature qu'on fait maintenant, des films, des bêtes captives aussi, non sans arrière-pensée. Lorsqu'il m'est donné de voir la bête dans sa libre allure, les lieux qu'elle a choisis, pour lesquels elle est faite, c'est toujours une révélation toute neuve. Je ne voudrais renoncer à aucune espèce. L'idée qu'une forme, même infime, pourrait être anéantie me donne des transes. D'innombrables espèces ont disparu par le travail même de la nature, mais c'est le mouvement de la création. Cela n'a rien de commun avec les destructions actuelles, et l'échelle du temps
rend les deux choses incomparables malgré les spéculations d'esprits superficiels. Elles concourent toutes à un ensemble, tiennent leur place comme les musiciens dans l'orchestre. Celle que je vois me semble appeler celle qui manque. Et pourtant je ne voudrais pas courir le monde entier, c'est trop, cela me suffoque. Il me faut revoir le même ensemble, le saisir dans ses variations de saison, de temps, d'altitude, de conditions de toutes sortes. Il me faut le voir revenir sans cesse en une répétition par où s'ajoutent, comme des harmoniques, toutes les richesses passées. En 1959, je restais du 15 janvier au 1er février à Deliblatski-Pećak. Ce sont des dunes au nord du Danube et à l'extrême est de la Yougoslavie. Depuis 150 ans, elles sont en partie fixées par de maigres bois d'acacia. Mais il subsiste de vastes surfaces de grandes herbes rousses, mêlées de genévriers, de grosses aubépines, de peupliers noirs, et au revers des dunes, d'étroits bois de chêne et de tilleul. Un des seuls jours froids, moins 15 degrés environ, et clair, nous trouvâmes l'ingénieur forestier turricanin et moi la reposée des loups. Sur le versant ensoleillé d'une petite dune, mais tout en haut pour surveiller l'autre côté, on voyait la place d'un loup couché sur la neige, un autre rond où la neige avait fondu, et beaucoup de traces. Mon compagnon ayant suivi l'une d'elles, je restais sur la crête, à moitié caché par un genévrier. Un loup apparut, à 30 mètres, surgissant d'une autre petite crête. Au mouvement que je fis pour saisir mes jumelles, et bien que je fus devant le soleil pour lui, il s'évanouit. Il était tourné à gauche, mais en vérifiant ses traces, je vis qu'il était apparu tourné à droite, et devant m'avoir vu avant que je l'aperçoive. Une seconde d'observation pour 11 heures de marche, et pour 2 semaines, car je n'en revis pas, bien que j'ai passé presque toutes les nuits dehors. Ce soir-là, alors que la lune presque pleine montait dans un ciel rose, éclata le chœur des loups. 2 groupes se répondaient, et parmi eux, une voix haute. Les voix alternaient, montant et descendant en une polyphonie sauvage et pourtant musicale. Notre nature a perdu une de ses plus grandes voix, des plus émouvantes, avec le chant des loups dans l'air glacé. Il est encore des équivoques très fréquentes sur le rôle que joue la nature dans le développement de l'homme. La plupart des gens instruits sont fort ignares en ce qui concerne la nature. Le sentiment doit en être cultivé, comme tout autre. Il y faut aussi une certaine information, et cette branche de la culture est des plus négligées, surtout dans nos pays latins. Bien souvent,
on a une peine immense à empêcher ses interlocuteurs de vous prêter sans cesse cette idée que la nature est moralement supérieure à l'homme, qu'elle est un état idéal, un modèle que la civilisation a altéré. Si l'homme naturel est l'homme primitif, et jusqu'où faut-il remonter, on sait bien ce qu'il a donné tout naturellement, et l'expérience n'est pas à refaire. Il ne s'agit nullement du retour à la nature qui consiste à aller pieds nus, à manger du grain et des fruits, à retourner en arrière selon les goûts de 100, 500, 2000 ou 25 000 ans. On peut montrer les progrès de l'industrialisation soumettant de plus en plus l'homme à l'organisme économique, à la société. On peut les montrer l'en dégageant, car la civilisation contient les deux tendances et leur prête sa puissance. L'écart est toujours plus grand, la charge plus redoutable, les éclairs plus terribles. On me dira plaisamment que cette tension est l'être même. Précisément, je me console de n'avoir pas vécu dans des temps plus anciens où mon goût de la nature aurait eu à foison de quoi se satisfaire et où je n'en eus guère senti le besoin, en pensant que je vis intensément ce puissant problème. J'en veux tirer la solution, car être n'est pas rester écartelé entre les contraires. C'est en opérer la synthèse en soi, les résoudre, ce qui n'est pas les niveler. C'est la beauté et le tragique de la condition de l'homme, qu'il est par sa puissance en bonne partie assimilé le milieu. Il ne peut plus peser contre lui de toutes ses forces, de tous ses désirs, comme tous les êtres de la nature dont les actions s'équilibrent réciproquement. Il est devenu si grand qu'il ne peut rien détruire sans tailler dans sa propre substance. Aussi, la nature n'est-elle plus cet ailleurs, cette autre chose, cette espèce de vide dans lequel on croit follement pouvoir tailler pour un oui ou pour un non, aujourd'hui par la nécessité de se procurer quelques biens, demain comme hier, parce qu'on ne sait plus à quoi s'occuper, dont on fourre avec insouciance une nouvelle tranche dans la machine économique, histoire de lui donner un peu d'air, de la faire tourner 6 mois de plus avant qu'elle ne s'arrête de nouveau, bloquée par ses propres produits. Robert Hénard nous a quittés dans la nuit de la violente tempête qui a balayé la France à la fin de l'année 1999, comme si la nature, dans ses manifestations les moins maîtrisables, avait voulu saluer l'homme qui lui avait voué toute sa vie un respect et un intérêt jamais démentis. Robert Hénard reste aujourd'hui pour nous une référence dans l'affirmation d'un destin humain indissociable des forces de la nature, au plus près de toutes les formes du vivant. Les textes de Robert Hénard que vous avez entendus sont extraits de Et la nature, Chasse au crayon, Mammifères d'Europe et Le miracle d'être, publiés aux éditions S. La protection de notre patrimoine environnemental et de la biodiversité est la vocation première de l'association Le Gecknal du Warnt et du Pays de Nied. Le podcast que vous écoutez, Les Voix de la forêt, s'inscrit dans une collection. Il est une invitation à plonger les auditeurs dans l'univers de la nature, de la faune et de la flore locale par le biais de la littérature et de sa continuité dans l'imaginaire collectif. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour de futures lectures. Deezer, Michel Ciré. Musique et régie technique, Denis Richard. Coordination, Sandra Monod.